demande d'accueillir le réalisateur Cédric Lapiche. Et le compositeur Loïc Cuny. Visiblement, vous n'êtes pas du tout aimé, c'est ça? Merci beaucoup. Donc, Cédric et Loïc sont là, comme à l'accoutumée, pour répondre à vos questions, ressentis, etc. Ouais. Je pose la première question. Allez. Une question fondatrice, je pense, pour vous. Le monsieur à la casquette à la fin, pour les vendanges, que vous êtes occupé aussi du casting, pourquoi il n'était pas là, aux premières vendanges? C'est justement un novice. C'était lui, monsieur à la casquette, si vous n'avez pas reconnu juste à côté. C'était à côté de... son prénom. Le jeune... Toufik, Janab, et il s'appelle Marwan. Voilà, et Cédric fait une petite apparition sur la deuxième vendange. Et oui. Pourquoi j'apparais en fait dans tous mes films, donc il fallait que j'apparaisse. Et je me suis rendu compte l'avant-dernier jour de tournage que je n'étais pas apparu. Donc je me suis dit, bon ben voilà, je serai vendangeur, donc c'est comme ça que je... Un t-shirt gris, casquette et gilet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée de film? Parce que je l'expliquais lors de la présentation, vous avez fait des films qui sont passés dans des villes, Barcelone, Paris, New York, Saint-Pétersbourg, et là vous êtes parti en pleine nature, en plein terroir, toujours avec cette histoire de fraternité, d'amour, d'amitié. Comment vous êtes retrouvé sur ce projet de Bourgogne, de vin? En fait c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps. Je pensais à ce film depuis 10 ans. J'ai toujours aimé les vignes et la Bourgogne, parce que c'était l'endroit que je connaissais le mieux. Et je m'étais dit un jour, j'aimerais bien faire un film là-dessus, sur le vin, et puis, bon, les années sont passées, puis j'ai commencé à me renseigner sur ça. J'avais jamais fait les vendanges, donc j'ai été prendre des photos, justement chez Jean-Marc Rouleau, qui joue Marcel. J'ai été voir les gens que je connaissais en Bourgogne, quoi, qui m'ont aidé, donc qui m'ont montré comment ça se passait les vendanges. Ça m'a donné encore plus envie de faire ce film. Et puis, à partir de ces photos, c'est cette année-là, c'est en 2010, où ce que vous avez vu au début dans le générique, avec le passage des saisons, le cerisier qui est en haut de Pommard, en fait, ça, c'est l'année entre 2010 et 2011 où... avec un photographe de la région, on a filmé une fois par semaine cet arbre et cette vigne. Et donc voilà, c'était un espèce de désir que j'avais de me dire, voilà, si jamais je fais un film là-dessus, il faut qu'on voit le temps qui passe et le rythme des saisons. Et en fait, tout est parti de là, en fait. Et puis ensuite, il y a eu le fait de retravailler avec Santiago Amigorena, avec qui je n'avais pas travaillé depuis longtemps. Comme co-scénariste. Comme co-scénariste. Et qui connaissait bien le vin, et donc du coup on a associé nos connaissances sur le sujet, et puis plus on a travaillé sur l'histoire, et plus le vin est devenu plus secondaire par rapport à l'histoire de famille finalement. Donc c'est cette notion de fratrie qui a pris le dessus par rapport au vin, mais le vin évidemment reste le décor du film, quoi. La base c'était le vin, l'histoire, la Bourgogne, le terroir, la nature, et après vient se greffer cette histoire de la fratrie, et du coup le vin devient un peu en second plan, c'est ça? Ouais, c'est ça, même si évidemment il est très présent. À vous, j'arrête. Le micro arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'ai adoré ce film, ça a été un très très bon moment, et j'attends avec une grande impatience qu'il cartonne au cinéma, que vous nous fassiez la suite. Parce que je pense que ça mériterait largement. J'avais pas très envie de le voir en toute honnêteté avec les affiches, et ça a été une super rencontre, ça mature bien, c'est un très bon cru Lapiche.
Et dire que l'affiche de départ envie, c'est ça? Oui, ça, j'ai pas accroché sur le J'avais quelques questions. La première, c'est combien de temps de session de tournage pour faire ce film? Parce que vous avez tourné sur différentes sessions, donc ça veut dire que vous êtes allé sur les lieux plusieurs fois. Et, session ou saison, pardon? Session par saison, c'est comme ça. Vous me direz, vous nous expliquerez. Et j'avais une autre question, c'est combien de temps pour maturer, pour écrire ce film? Vous avez dit que vous avez démarré en 2010. Non. Alors effectivement, ça fait longtemps que j'avais ce film en tête, mais il a évolué. Disons qu'à partir du moment où on a commencé à écrire avec Santiago Amigorena, il y a eu, disons, 4 mois d'écriture avant le mois d'août-septembre. Les vendanges ont été très précoces, ça nous a donné 1 mois de moins pour écrire. Et donc on a tourné en septembre, on va dire. On est revenu 3 semaines après, fin octobre, pour filmer les couleurs de l'automne. Ensuite on est revenu fin décembre pour filmer l'hiver. Et on est revenu 5 mois plus tard, mai-juin. On a grosso modo en moyenne tourné 3 semaines par saison. Et l'idée vraiment de ce film qui est assez rare, parce que c'est assez rare qu'il y ait un film qui se tourne sur 1 an, c'était ça, c'était de tourner en 4 fois, aux 4 saisons, et une 5e fois, parce qu'il y a eu une journée où il a neigé, donc on était en attente de savoir s'il allait neiger, donc on est parti à 3-4 pour filmer juste la neige. Mais donc voilà, ça s'est fait en 4 fois, et la dernière session a été la plus longue, parce que c'était la fois où on a tourné avec les enfants, et donc la session mai-juin, avec les petits-enfants, ça a duré 4 semaines. Comment vous avez fait justement sur cette durée, sur 1 an, pour mobiliser les acteurs? C'est assez complexe. En fait, c'était un point de départ pour nous et pour eux. Ici, ils faisaient ce film, ils faisaient 4 films en fait. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il y aura 4 tournages. Et on savait à peu près les dates de tournage, parce que c'est un cas de figure un peu spécial où on suivait le rythme de la nature. Donc nous, on attendait par exemple à quel moment les feuilles seront jaunes. Et donc on avait une espèce de battement à chaque fois d'1 semaine, et on avait dit aux acteurs, voilà, en fonction de la météo, ça peut être ce jour-là ou 1 semaine plus tard. Et donc ils ont fait leur emploi du temps pendant 1 an en fonction de ça. Et donc on savait par exemple les vendanges, Jean-Marc Rouleau, chez qui on a filmé dans ses vignes. Celui qui joue Marcel est à la fois acteur et vigneron, et du coup c'est vraiment lui qui a rendu beaucoup de choses possibles. Et en fait il nous disait que c'était soit entre le 25 août et le 25 septembre le début des vendanges, et donc on savait qu'on commençait soit le 25 août, soit au milieu, soit fin septembre. Donc c'était un tournage où on était obligé d'attendre ce que la nature nous disait, quoi. Du coup, vous étiez en Bourgogne, vous attendiez, vous picoliez et... Voilà. C'est comme ça que s'est fait le film. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est vrai que de tout à l'heure, avec le scénariste, à chaque fois qu'on avait fini une session, on réécrivait le scénario. Donc c'est vrai que le scénario n'a pas arrêté d'évoluer pendant 1 an. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont nées au fur et à mesure du film. Donc par exemple, on avait filmé à la première session... quand elle ramène le raisin, Anna Girardot, qu'elle se met à pleurer avec le tracteur. Et puis, dans le cours de l'année, j'ai vu des photos sur Instagram d'un vigneron qui apprenait à conduire à sa fille un tracteur. Je me suis dit, ouais, ça serait bien que, quand il y aura les enfants, qu'il y ait ça. Donc il y avait déjà la scène du tracteur, mais j'ai rajouté... Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait, l'écriture du scénario. En fait. Il y avait quelque chose qui était très libre, parce qu'on jouait vraiment avec le temps, quoi. Deuxième sur la droite. Bonsoir, je vous remercie moi aussi pour ce film qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est une super surprise parce que j'ai l'impression de découvrir la vigne alors qu'on vit dans une région où on est entouré de vignobles. Et c'est une merveilleuse découverte de voir comment en presque 2 heures vous arrivez à nous faire prendre conscience de ce processus magnifique de la vigne. Et ça m'a paru très très court et très très long. Pourquoi? Parce que j'ai attendu jusqu'à la fin l'intervention de Camélia Jordana.
Et je pensais qu'elle allait intervenir pendant le courant du film, en fait. Et je trouve qu'à la fin, la boucle est bouclée avec cette voix magnifique. Je voulais vous féliciter vraiment tous les deux, et puis toute l'équipe, parce que les acteurs sont magnifiques. Vous aussi, vous avez fait un super boulot, franchement. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à le dire parce que c'est la première fois que Loïc il voyage avec moi. Il y a quelques jours, j'étais avec les acteurs, ils sont de tournage en fait, tous, donc ils sont pas venus. Mais j'adore la musique que fait Loïc. Donc je profite qu'il est là pour le dire. Il y a une question à gauche et après je m'occupe de Loïc. Alors moi j'ai 3 questions à poser. Non. Si. La première, c'est est-ce qu'il faut voir un jeu de mots dans l'utilisation du mot lit dans le titre et la lit de vin? Oui. Pardon? Deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est un hasard que les prénoms des enfants commencent tous par la lettre J? Non. Et la troisième question, c'est est-ce qu'au moment du tournage de la scène des consonnes, les acteurs, et en particulier Anna Girardot, étaient un petit peu ou beaucoup éméchés ou pas du tout? Alors, donc forcément, ce qui nous lie, ça, bien évidemment, moi j'aime bien les jeux de mots et donc forcément la lie du vin, j'aime bien l'idée parce que bon, le film s'appelle Ce qui nous lie parce que c'est vraiment cette histoire de lien familial qui est devenu le sujet du film et que il y a un rapport finalement entre ce lien et ce que fabrique le vin. Le vin c'est très fédérateur et on s'est rendu compte que finalement voilà, le film il parle de qu'est-ce qui rassemble les gens même s'ils sont très différents les uns des autres. Les 3 gistes, et on connaissait des familles qui appellent leurs enfants avec 3 lettres comme ça, donc, enfin plus d'ailleurs. Donc c'était un peu par rapport à eux, on s'était dit voilà, ce serait drôle de fabriquer voilà, une idée qui les rassemble également. Et puis la 3e question, c'était quoi déjà? C'était... Si elle était vraiment bourrée. Ah oui, si c'était vraiment bourré. Donc la réponse est oui. Non, en fait, c'est ça qui est compliqué à raconter, c'est que, bon, comme vous pouvez imaginer, on a beaucoup bu pendant le tournage, le soir, mais pour faire la fête de fin de vendange, c'était en fait une des scènes les plus compliquées du film, parce qu'il y avait beaucoup de choses à filmer. Il y avait à la fois le fait de mettre l'ambiance avec les figurants et de recréer cette fête, et puis voilà, c'est compliqué au cinéma parce qu'il y a une notion de travail qui compte et où voilà, on a une journée qui fait entre 8 et 10 heures et où il y a une histoire d'endurance quoi, pour tout le monde. Donc notamment pour les acteurs où là en fait on avait préparé ça à l'avance. Moi disons que je les avais filmés quand ils étaient bourrés, les 3. Et je leur ai montré les films que j'avais fait de eux bourrés et donc ils ont halluciné de voir comment ils étaient. L'idée de perdre les consonnes, c'est un truc qu'ils avaient dit en réalité en étant bourrés un soir. C'est-à-dire le premier soir ils sont arrivés en Bourgogne, où les 2 garçons ont dit t'as perdu les consonnes à Anna. Et du coup je me suis dit que c'était vraiment une super réplique, donc j'ai gardé ça. Et c'est vrai que Anna s'est beaucoup référée à une vidéo que j'avais prise où elle regardait et à chaque fois elle hallucinait de la tête qu'elle avait, de comment elle parlait. Et c'est vraiment comment elle a reconstitué ce qu'elle voyait sur cette vidéo. Donc c'est un peu, enfin voilà, ça part d'une réalité, mais c'est vraiment un travail pour recomposer ça, parce que bien évidemment cette journée-là, voilà, il fallait tenir 10 heures et donc ils n'ont pas du tout bu pendant cette journée-là. Je confirme qu'on servait du jus de raisin. Tu vois, il y avait des musiciens qui étaient présents et on tous dit on servait que du jus de raisin, il n'y avait pas de vin qui était servi pendant le tournage. Oui, enfin, il y en a qui appellent ça aussi du jus de raisin. J'ai posé une question à Luc Dury parce que ce monsieur, donc, comme disait Cédric, c'est la première fois qu'il est sur la tournée. Il est passionnant, il parle super bien de la musique. Ça fait une petite vingtaine d'années que vous bossez ensemble. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand on en a discuté. Voilà, vous avez fait des films très urbains, très verticaux, des immeubles, etc. Parlez-nous de, quand il vous a parlé de ce projet, vous avez collaboré, vous en avez parlé, et vous avez dit tout à l'heure, là il me propose un film horizontal et en pleine nature. Expliquez-nous. Alors, je trouvais ça
c'est même plus qu'un film horizontal. La première fois qu'il m'a parlé du projet, Cédric, dès qu'il avait vu Mondovino, à l'époque, je me rappelle, il m'avait dit le film de Jonathan Nociter, c'est en 2004. Voilà, qui était un documentaire sur le vin. Et il m'avait dit le vin, ça m'intrigue. Un jour, il y aura le vin, quoi, quelque part. Et puis quand il m'a appelé au début du projet, il m'a dit ouais, j'ai été faire des repérages et des photos, et là, on change tout, c'est un western. Un western, j'ai dit mais pourquoi un western? Il me dit c'est horizontal. J'ai fait les photos, je me rends compte quand je regarde les rushs tout d'un coup que tout est horizontal. Alors que jusqu'à présent, effectivement, on avait fait des films dans des villes. Il y avait toujours des perspectives, des immeubles, des rues, des accidents, des gens. Et là, d'un seul coup, il se passait rien et il y avait un sens de l'espace. Donc c'est la première information que j'ai eue. Et puis après, pendant le repérage, Cédric m'a invité à venir en Bourgogne pour m'imprégner du terroir quelque part, de voir ce qui se passait, de ressentir les choses. Et très vite, on s'est dit avec mon partenaire, Christophe, qui n'est pas là ce soir, mais avec qui je fais la musique, on s'est dit qu'il fallait trouver une force dans la terre. Très vite, on s'est dit que c'était pas le vin, parce qu'au début, on s'est dit, ok, l'idée du vin, on a cherché à regarder toutes les chansons populaires qui parlaient du vin, toutes les mélodies qu'il y avait autour du vin, on voulait s'inspirer d'une forme de tradition. Et puis on s'est dit, non, c'est pas ça, cette tradition est marrante, mais c'est pas assez fort. On voulait quelque chose de fort. Donc on s'est dit, à un moment donné, bah oui, c'est la force de la terre, quelque chose de tellurique. Et il y a un instrument de musique qu'on adore, qui s'appelle le cristal bachet, qui est un instrument qui a été... Le cristal bachet, c'est un instrument qui a été inventé dans les années 50 par 2 Français, et qui voulait imiter le son des premiers synthétiseurs. Donc c'est des tubes en verre avec des grands résonateurs en aluminium devant. Donc voilà, incroyable. Donc je savais pas que ça allait arriver, pas mal. Donc c'est un instrument qui a l'air d'être un instrument de science-fiction, mais là les tiges correspondent aux notes du piano, aux touches du piano. Et en même temps, c'est très dur à jouer, et on a la chance de fréquenter un maître de cet instrument qui s'appelle Thomas Bloch. Donc en général, dans les films, on demande à Thomas Bloch de venir à la fin du film, rajoute-nous une petite goutte de cristal bachet par-dessus pour faire ambiance, parce qu'on adore ça. Et là, on s'est dit non, il faut qu'on fasse le contraire. On va commencer par le cristal bachet. On va trouver des suites d'accords qui nous parlent, sur lesquels on va construire nos idées. Donc on a eu plus d'idées qu'il n'en fallait pour le film au départ. Et puis on a enregistré pendant 48 heures un cristal bachet dans un énorme studio à Paris qui s'appelle Ferber, avec une pièce qui est grande comme une salle de cinéma. Donc vous pouvez mettre des micros partout et enregistrer le son dans le coin là-bas à gauche et le remettre pour de vrai dans la salle, pour que ça ne soit pas une réverb, une fausse réverb. Et ça nous a donné une force qui nous ancrait dans la terre. Donc après, on pouvait trouver des mélodies simples, on pouvait essayer de trouver le charme qui allait avec le film, mais on a, dans notre complicité avec Cédric, dans tous nos films, il y avait une idée de force, parce que quand on est dans la ville, la force se manifestait par le rythme, par la puissance des sons. Et là, il fallait trouver une autre forme de force qui n'était pas celle qui était la nôtre jusqu'à présent, mais on voulait qu'elle soit là quand même, parce que c'était nous, on fait partie de ça. Même si c'est un film sur la campagne et que nous, on est des citadins et des vrais urbains, on l'a croisé dans notre vie, donc on sait son importance. Donc voilà, c'est l'élément qui nous a fait partir. Et puis on est parti de ce cristal bachet, on en a parlé avec Cédric, très vite il a réagi, il l'a entendu. Et on aime bien que le cristal, parfois, je pense qu'il y a des endroits dans le film où on ne se rend pas compte qu'il y a de la musique. On peut croire que c'est du vent, et quelque part c'est du vent, mais il se trouve que le vent, au bout d'une minute, il est en train de faire le thème de la mélodie discrètement, mais on ne s'en rend pas compte. Et ça, quand on arrive à réussir ces petits moments-là, discrets et presque improbables, on sait qu'on tient quelque chose et de réussir. Donc voilà. Vous avez dit, il est passionnant. Monsieur à droite. Bonsoir. J'aime d'autant plus votre film que je déteste le vin et que je me suis dit que ce ne serait pas un truc pour moi. Il n'y a qu'un vin qui me fait rêver, mais c'est par son côté romanesque, c'est la Romanée Conti. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je trouve que c'est très... Oh, c'est de Côté. Oui, c'est un Bourgogne. Ce que je trouve formidable dans votre film, c'est les portraits de femmes. C'est une femme absolument
magnifique qu'incarne Anna Girardot. J'ai trouvé qu'elle avait un côté Scarlett O'Hara, qui essayait de défendre Tara et garder Tara contre tout, envers et contre tout. Et puisque vous parliez de la force de la Terre, c'est un peu ça aussi votre film. Et tout est fait calmement, il ne crie pas, et c'est avec beaucoup d'intensité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. C'est drôle ce que vous dites sur l'intensité, parce que il y avait une équipe de France 3 qui était venue nous filmer pendant le tournage, et je leur avais dit, moi je suis le gardien de l'intensité. Et c'était la définition que j'avais trouvée au moment où ils étaient venus. Et ensuite, tous les gens du tournage étaient foutus de ma gueule avec cette appellation. Mais c'est vrai que ce soit dans la comédie, dans le drame, dans la tension, dans le suspense, je sentais que sur ce film, c'était juste ça, en fait, ce que j'avais à faire, et qu'il fallait sauvegarder une sorte d'intensité, mais comme vous dites, le calme était important. Et comme l'a dit Loïc, c'est vrai que dans les autres films, notamment le Casse-tête chinois, le dernier qu'on avait fait, qui était à New York, c'était presque l'inverse. C'est-à-dire que quand on est à New York, on est pris dans l'électricité de la vie, dans l'effervescence, et que du coup, même s'il se passe rien, il se passe quand même quelque chose. Là, effectivement, il faut créer quelque chose, mais il faut être patient. Et disons que le sujet du vin nous a mis dans le fait d'être patient, quoi. Il y avait une dame au milieu. Bonsoir. Moi, je voulais faire un témoignage parce que je suis fille de paysan de la région et j'ai été bouleversée par votre film. Parce que quand j'étais gamine, j'allais dans les champs avec mon père. J'ai appris à conduire le tracteur avec lui. Et quand il est mort dans sa ferme, la ferme a été vendue. Et 30 ans après, j'ai toujours du mal à passer devant la ferme sans pleurer. Et voilà. Et ça me bouleverse. L'attachement à la terre, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je me suis dit que vous deviez être peut-être fils de paysan. Non. Donc voilà, je voulais vous féliciter pour ça. Non, merci, ça me fait très plaisir parce que je suis très parisien. Et en fait, c'était ma crainte en commençant ce film, c'est que j'avais peur de faire un film de parisien, en fait. Donc je suis très heureux de vous entendre pleurer. Parce que c'est ce que j'avais envie d'entendre d'une certaine façon. C'est que moi j'ai passé beaucoup de temps à me documenter. J'ai dû interviewer plus de 30 vignerons qui m'ont parlé de leurs histoires de famille, leurs histoires de notaires et de façon de faire du vin. Donc il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que j'écoute et que j'entende. Et donc j'ai essayé de retranscrire ça, et voilà, je suis content que ça fasse authentique, parce que c'était le but du film, en fait, que ce soit vrai, quoi. Une question à gauche, s'il vous plaît. Tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je tenais à témoigner en vous disant que, comme toujours, Monsieur Clapiche et votre équipe, vous nous ramenez à notre humanité, tout simplement, à ces petites choses, ces petites problématiques, tout comme la quête identitaire, tout comme profiter du bon moment, de l'instant présent et de la lenteur de vivre. Et je trouve ça fabuleux à chacun de vos films, pour ma part. Merci beaucoup. Oui, bonsoir Monsieur Clapiche. Je voulais dire que j'ai aimé ce film et que je l'attendais avec impatience parce que je l'ai suivi depuis un an. En fait, je suis la grand-mère de Juliette, petite fille, et j'ai donc participé un petit peu à cette histoire. En plus, je suis très attachée au terroir, donc ça m'a énormément plu. C'est très différent de vos autres films, mais j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Non, mais j'adore votre petite fille, celle qui donc conduit le tracteur. Non, elle était super parce qu'elle avait justement une intensité. Enfin, les trois enfants étaient vraiment super. C'était compliqué d'arriver à trouver trois enfants qui puissent ressembler aux acteurs adultes et puis bien jouer, quoi. Donc c'était très compliqué de faire le casting de ça. Et elle, en plus, elle avait vraiment elle avait une envie qui était très forte. Et j'adore comment elle fait des grimaces, par exemple, quand elle goûte le vin.
y avait une espèce de vérité dans ce qu'elle jouait qui était vraiment super, quoi. À gauche, il y a une question. Monsieur... Mademoiselle. Alors, bonsoir. Donc, moi aussi, merci beaucoup pour ce film, parce que je suis fervente spectatrice de ce que vous faites. Je trouve que le trio adulte marche très très bien. Et du coup, je voulais savoir si quand est-ce que vous avez pensé à tel acteur, comment les associer, ou est-ce que ça a été un casting basique? Non, c'était particulier en fait. D'une part, je voulais travailler avec Pio Marmaille depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on se disait, et lui et moi, qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Je lui ai proposé autre chose avant, et puis finalement j'ai changé d'idée, et je me suis dit je vais quand même lui proposer à lui. Il y avait quelque chose qui tombait bien, je me suis dit, physiquement il y avait quelque chose je me suis dit voilà, il est vraiment crédible dans quelqu'un qui travaille la vigne, la terre, etc. Et puis je suis parti de lui. J'étais en train de faire 10% et je me suis dit j'ai très envie de retravailler avec François Civil, que j'avais trouvé au casting. Enfin, je connaissais déjà depuis longtemps, mais j'ai vu qu'il était devenu incroyable, quoi. Enfin, là, il avait 24 ans au moment du tournage. Donc je les ai fait se rencontrer, j'ai vu qu'ils avaient une espèce de complicité, mais directe. Donc il n'y a pas eu de casting, c'était juste le fait de vérifier s'ils s'entendaient bien. Et par contre, on a fait un casting, on a dû voir une quinzaine d'actrices pour voir qui pouvait être en face. Et Anna Girardot s'est vraiment imposée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence quand elle est passée où c'était pas facile d'être en face des deux, parce que justement ils ont une espèce de complicité, ils vont très vite, et les filles elles n'arrivaient pas à exister, les autres en tout cas. Et donc Anna elle s'est imposée, et eux deux même étaient impressionnés parce qu'il y avait vraiment... aux essais, je faisais jouer à Anna une scène proche de la scène à la fin quand elle les engueule en disant avec vos grosses couilles et tout ça. Et donc, quand elle avait dit ça, ils s'étaient arrêtés, ils étaient choqués par sa façon de parler. Et je sentais que c'était quelqu'un qui à la fois était très féminine et qui en même temps s'imposait par rapport à eux deux qui sont très comme ça masculins, quoi. Donc il y avait ce thème-là qui était important dans le film. Comment elle existe en tant que femme dans cette famille. Et tous les trois marchent super bien. Là, vous avez parlé de chacun, mais ouais. Le trio, la fratrie... Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'après le casting où je voyais qu'il y avait une entente, il y a eu 1 an de tournage, et que l'année, c'est incroyable à quel point plus on tournait ensemble et plus ils s'entendaient bien. Au fur et à mesure, on les faisait habiter dans la même maison. Et en fait, ils sont devenus, ils disaient, on est frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils avaient une espèce de comportement de frères et sœurs. Donc c'était impressionnant de voir comment ça a évolué pendant l'année. Je ne connaissais pas plus que ça. Je ne connaissais pas, mais je vois. À droite, madame. Bonsoir, monsieur. J'ai beaucoup aimé votre film parce qu'il est traité avec beaucoup de sensibilité. Il est plein d'humour. C'est un film dans lequel vous mettez en valeur la valeur du lien familial. En cela, je trouve qu'il est très réconfortant. Il m'a beaucoup plu et je voulais vous dire bravo. Merci. Mademoiselle, allez-y. Bonsoir. Alors moi c'est pareil, c'est pas une question, c'est surtout d'abord merci beaucoup pour ce film et en effet très bouleversant, et la musique également que je trouve très bien choisie, qui transmet bien les impressions, l'émotion. Et moi ce que je voulais dire c'est que je trouve que le film il reprend vraiment des points importants et sensibles qu'on rencontre tous dans notre vie, c'est-à-dire on est enfant, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on peut avoir des rêves, des désirs, des idées, mais on n'a rien de concret et à un moment donné dans notre vie, et je pense que par période, ça revient, on se demande mais où j'en suis par rapport à ce que j'aurais voulu avoir dans ma vie, ce que je voulais atteindre. Et ce que je trouve vraiment très beau, ce sont ces moments où l'acteur Pio Marmaille, il s'adresse à lui en tant qu'enfant. Parce que je pense que j'ai trouvé ça vraiment très beau, très émouvant, parce que je pense qu'on a tous un deuil aussi à faire de ce qu'on ne peut pas faire, ou aussi d'accepter les choix qu'on prend dans notre vie. Et voilà,
surtout les accepter. Et voilà, je trouve ça très beau. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, mais c'est vrai que moi c'est une scène que j'adore quand il s'en va à la fin. Il y a quelque chose qui est très paradoxal, c'est qu'en fait il dit au revoir à lui enfant, et tout en lui disant tu seras toujours avec moi. C'est-à-dire qu'on garde notre enfant, enfin celui qu'on a été enfant, on le garde toute sa vie. Mais il y a un moment, il faut dire au revoir à l'enfance. Et donc il y a ça dans le film où devenir adulte, c'est dire au revoir à l'enfance, en sachant que l'enfance est toujours là, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler quand on veut, quoi. Et c'était vraiment le but du film, notamment pour le parcours de Pio Marmaille, parce que le film est fait pour que les trois, grosso modo, deviennent adultes pendant cette année-là. Ils ont 3 parcours à réussir cette année-là pour devenir adultes, avec des parcours différents. Lui, il a son problème avec son père qu'il faut qu'il règle, et où nous, ce qu'on disait avec le scénariste, c'est qu'il faut qu'il se réconcilie avec son passé. Et à partir du moment où il s'est réconcilié avec son passé, ben, il arrive à être serein pour aborder justement autre chose, l'avenir. Il part en Australie, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il est serein pour vivre autre chose, quoi. Il n'y a pas de tristesse de dire au revoir, quoi. Donc, et puis, voilà, Anna Girardot, elle s'affirme en tant que vigneronne. Jérémy, il doit dire merde à ses beaux-parents. Et donc voilà, ils ont chacun quelque chose à affirmer pour pouvoir grandir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai surtout beaucoup aimé le rythme et avec la musique. Et c'était pour savoir quel moment vous êtes mis d'accord pour aussi les plans, j'imagine. Enfin, comment ça s'est découpé? Et si ça s'est découpé en fonction de la musique ou dans quel ordre ça s'est fait? Alors, on va tous les deux répondre, mais on n'a pas travaillé de la même façon cette fois-ci que par rapport aux autres films. C'est-à-dire que là, comme ça s'est tourné sur un an, il avait déjà des images du film, et il a pu composer de la musique pendant le mois de septembre, octobre, dans les premiers mois de tournage. Et du coup, quand on a commencé à monter ce qu'on avait filmé vers janvier, on avait déjà des musiques de Loïc, qui étaient plus que des maquettes, c'était déjà des choses très mises en place. Et il avait fait 10 morceaux, et il m'a dit, voilà, lesquels t'intéressent là-dedans? Et du coup, c'était vraiment luxueux, parce que j'ai pu dire, voilà, il y en a 7 qui m'intéressent pas, il y en a 3 qui m'intéressent beaucoup. Et du coup, il y en a 3 sur lesquels on s'est basé, et là, vraiment, on a monté sur cette musique-là. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, parce que d'habitude, on fait un peu le contraire, c'est-à-dire que lui, il vient plus tard dans le montage, alors que là, il est venu presque au début du montage. Et c'était vraiment super de pouvoir s'appuyer sur sa musique. Oui, parce que, justement, dans Casse-tête chinois, par exemple, voilà, il y a une musique qui est soit très groovy, funky, soit hip-hop. Et donc c'est très rythmé, donc quand il court dans les rues à New York, voilà, on se base sur ça. Mais là, c'est vrai qu'on était sur quelque chose qui était plus contemplatif ou mélancolique aussi, par rapport à l'histoire du deuil. Et donc il a donné en tout cas une couleur sur laquelle nous on s'est basé ensuite. Et ce que je peux dire, c'est que tu dis contemplatif et mélancolique, oui, mais on voulait que ça soit puissant aussi. C'est-à-dire en même temps. C'est-à-dire qu'on essaye d'être fragile et sensible, mais en étant puissant, quelque part. Parce que même si c'est la campagne aujourd'hui, donc c'est aussi la campagne après le hip-hop. C'est pas parce qu'on est à la campagne que ça n'existe pas. Des jeunes de 30 ans qui sont fermés d'aujourd'hui, ils écoutent les mêmes radios que tout le monde, ils regardent les mêmes télés, ils lisent les mêmes magazines. Donc il fallait pas que ça soit obvious quelque part, mais il fallait qu'on trouve une façon de digérer cette force moderne. Et c'est vrai que comme nous on a travaillé un peu plus tôt que d'habitude, il y a un moment donné où j'étais perdu, parce que dans le montage, nous on a l'habitude de recevoir les scènes et de travailler, de ciseler à l'image, de trouver des points de synchro un peu partout pour que ça soit presque, parfois gadget, on se rend compte après l'avoir fait, mais quand on est dedans, on se dit waouh, c'est qu'on est pro quand c'est vraiment synchro. Et puis là, c'était déjà fait. On ne devait pas en rajouter quelque part. Donc on essayait des changements parfois complètement incongrus. Donc Cédric revenait et nous disait mais pourquoi vous avez enlevé ça? Pourquoi vous avez enlevé ça? Bon, ah d'accord, on le remet.
Mais j'avais presque l'impression d'être malhonnête, de ne pas retravailler sur un thème qu'on avait déjà fourni à Cédric alors que le film n'était pas fini. Alors que d'habitude, on travaille la composition jusqu'à la fin du film. Et puis là, c'est comme si on l'avait trouvé plus tôt, en amont. Donc tout d'un coup, ma propre énergie ou notre propre énergie de disponibilité par rapport à ce projet, c'était étrange. On se disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, je peux faire encore plus. Et puis non, parfois il ne faut pas faire plus. Il faut savoir comprendre ce qui est là, ce qui fonctionne, garder l'équilibre. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, Cédric trouve un équilibre. Et qu'après, il faut préserver envers et contre tout cet équilibre. C'est vrai que ce qu'il raconte, c'est beaucoup ce qui se passe dans le mariage entre les images et les sons. Et je me souviens par exemple dans la scène du tracteur, quand Anna Girardot pleure, il y avait une espèce de son. Alors, il y a une espèce c'est une guitare électrique et il y a un effet sur la guitare électrique qui donne une espèce de côté écorché, où il y a une espèce de déchirure électrique, disons, qui est liée à un filtre, quoi. Et il y a un moment où effectivement il l'avait enlevé, je dis mais t'es fou, c'est ça qui fait pleurer Girardot. Et il y avait une concordance entre le fait qu'elle se mettait à pleurer parce qu'il y avait cet accent de la guitare électrique, et c'est vrai que si on l'enlevait carrément, pour moi la scène n'existait plus. C'est vraiment c'est ça qui nous met dans la scène, c'est qu'il y a une espèce de déchirement dans la musique qui nous met dans le déchirement qu'elle ressent, quoi. Et pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que ce son, c'est un accident. C'est-à-dire que quand on l'a fait dans le studio, c'était avant qu'il branche la guitare, il y a ce son qui est sorti, c'était comme un accident, et en même temps, il a dit « Waouh !» On s'est tous dit « Waouh, génial !» Mais c'est un accident, donc on ne sait pas quoi en faire. Mais après, on se dit « Ouais, c'est quand même bien, ce son, on le réintègre à l'intérieur, on n'est pas sûr, et puis à la fin, voilà, ça fonctionne. » Donc même les accidents sont super importants dans la musique et dans l'inspiration, parce que c'est des choses inattendues qui tout d'un coup nous font rebondir et nous tirent un fil, nous ouvrent un fil qu'on peut tirer et puis partir et se laisser happer par la musique. Mais du coup, vous avez travaillé dès le début avec lui, sur les premières images, comment ça s'est passé? C'était plus facile, c'était moins contraignant que d'habiller son film lors du montage? C'est quoi? C'était plus... Il n'y a pas moins de contraintes. La seule difficulté, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est quand même une grosse difficulté à la base, musicalement. Et Cédric, au moins, il n'a pas envie qu'on reproduise quelque chose de convenu qui existe. Alors que beaucoup des projets, quand on nous demande nos services aujourd'hui, on nous dit « Oh, on aimerait bien que tu fasses un truc de ce genre-là. » Même si maintenant j'ai fait suffisamment de musique pour qu'on me demande de reproduire mes propres musiques. Et je leur dis « Mais si, j'ai fait ça il y a 10 ans, donc à un moment donné, il n'y a pas d'intérêt de faire ça aujourd'hui. » Mais les gens ont peur du moment où on invente. Parce que quand on invente, on ne sait pas où on va. On est dans le doute, on hésite, on est un peu perdu, on tâtonne. Cédric, il n'a pas peur de ces moments-là. Il nous pousse dans ces moments-là. Il sait qu'on va passer des nuits blanches dans le studio à chercher, à ouvrir des pistes. Et puis il va débouler. On va l'appeler un jour à lui dire « Cédric, on a besoin de toi. Il faut que tu nous éclaires un peu. On ne sait plus où on en est. » Il va arriver, il va écouter tout et puis il va nous dire « Waouh, par là c'est génial les gars. Oui, par là c'est exactement ce que je veux. » Et hop, ça va nous réorienter et puis on va pouvoir suivre ce nouveau fil et être happé par ça. Donc la liberté que nous laisse notre complicité et le fait qu'on a déjà eu envie de choses et puis qu'elles se sont réalisées, on a imaginé des musiques, on s'est dit on devrait faire ça et puis à la fin on l'a fait et puis à la fin on a été dans des salles et des gens étaient émus par ce qu'on souhaitait et on l'a réalisé, donc ça nous donne une certaine confiance. On sait que quoi qu'on ait envie, on arrivera à le faire quelque part. C'est un peu le même fonctionnement qu'avec les acteurs, c'est-à-dire que moi je fonctionne aussi beaucoup par les accidents qui existent au tournage. Pour vous donner un exemple, le deuxième jour de tournage, on tourne la scène où ils goûtent les raisins là, au tout début du film. Et donc il y a une espèce de chorégraphie qui est faite où il y a Anna Girardot ils sont tous les deux accroupis, puis ils se lèvent, enfin voilà, on fabrique une sorte de chorégraphie. Et puis ensuite il y a Jérémy qui rentre dans le champ, puis Marcel. Et Jérémy dit « Vous voulez pas qu'on attende le résultat du labo ?» Et Pio devait dire oui, t'as raison. Il l'a pas dit. Et c'était tellement drôle le fait qu'il réponde pas à Jérémy que du coup j'ai gardé cette prise-là où les deux, Juliette et Jean, se parlent entre eux et n'écoutent pas le petit frère. Et du coup ça a donné presque un motif qu'on a ensuite travaillé sur le personnage de Jérémy, c'est celui qu'on n'écoute pas. Quand il dit il va pleuvoir, qu'il regarde son iPhone, personne n'écoute. C'est-à-dire que ça nous a donné une méthode
de celui qu'on n'écoute pas. En tout cas, les deux grands n'écoutent pas. Et ça, c'est lié à un accident. Le départ de ça, c'est un accident. Et ensuite, presque, ça développe un aspect de ce personnage que pendant un an, on l'a développé, quoi. Justement, par rapport aux accidents, parlez-nous de la scène entre Anselme et Jérémy dans la cave. C'est-à-dire quand il va voir son beau-père, il finit pas sa phrase, il veut lui rentrer dedans tout en reculant, mais c'est... Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que après coup, ça nous a fait beaucoup rire. Il y a dans la famille des gens chez qui on tournait dans la cave, il y avait un garçon de 14 ans qui nous a dit « Moi, j'aimerais bien faire du cinéma, est-ce que je peux assister à la scène ?» Donc on lui dit oui. Et François Civil qui lui dit « Il n'y a aucun problème, tu peux rester. » Puis on fait la première répétition, puis on tourne. Et puis donc il ne finit aucune des phrases. Et il y a l'enfant qui était là. Et donc François a regardé un peu comment il allait réagir, s'est dit « Il va quand même rigoler à la scène. » Et le garçon était complètement catastrophé. Il a dit, tu n'as fini aucune de tes phrases. Et François n'arrivait plus à jouer derrière parce qu'il était complètement flippé en se disant c'est pas du tout drôle. Et donc il n'arrivait plus à jouer en fait. Donc c'était super dur à faire en fait parce que en live, le fait de rebondir, parce que ça dure longtemps en fait, il n'arrive pas à dire ce qu'il veut dire. Et donc tout était écrit. C'est un seul plan en plus. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est quand même monté, hein, mais il y a nous on l'a fait, je pense en 3 axes, disons ce plan-là, et donc on le faisait en plan séquence. Et pour François, c'était très très difficile à jouer, quoi. La prochaine question, c'est pour une grande fan de vin de Bourgogne qui doit avoir 12 ans. 10. Déjà, c'était super génial votre film. Mais j'ai une question. Pourquoi ils sont pas venus les 3 acteurs? Ils boivent beaucoup trop et... Non, ils sont en train de travailler sur des films, tous les 3. Donc je suis triste parce que j'avais envie qu'ils soient là. Ils étaient avec moi à Lyon il y a 3 jours. Enfin, les 2 garçons, parce que Anna tournait. Mais quand ils peuvent, ils viennent. Et là, ils pouvaient pas aujourd'hui. Il y a Pio, il travaille avec Alain Chabat sur son prochain film. Anna Girardot avec Marion Vernou et François Civil. Il joue un militaire dans un sous-marin. Les 2 dernières questions, il y en avait une là. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je me pose des questions sur le personnage de la mère. Je trouve qu'elle est très effacée dans le film. On a l'impression qu'elle a été beaucoup moins partie prenante dans l'éducation des enfants que le père, que la complicité était surtout avec le père. Alors j'ai bien compris qu'elle était morte quelques années auparavant, mais je me demandais si vous avez prévu plus de scènes avec elle et que vous avez ensuite supprimé, ou si dès le départ dans le scénario elle était en fond comme ça, un peu discrète. Oui. En fait, il y a un espèce de travail de gommage qu'on fait, c'est-à-dire que au départ, il n'y avait pas la mère. C'est-à-dire qu'on s'était dit, voilà, elle est morte il y a 5 ans auparavant, et après, c'était compliqué de gérer son absence. Et il y a eu un moment, j'ai compris qu'il fallait qu'elle soit là, notamment avec les enfants, voilà, qu'on la voit, qu'on voit que justement elle a une fonction très forte d'harmonisation. Il y a cette notion de câlin familial. Moi j'ai 3 enfants et un matin en amenant mon petit, le plus petit à l'école, il y a une maman qui a dit ça à ses 3 enfants, on fait un câlin familial. Du coup j'ai repris l'expression, je trouvais ça joli comme expression. Et du coup elle sert à ça. On sait que c'est quelqu'un qui a donné du lien, quoi. Et du lien affectif notamment. Et le film, il est beaucoup pour parler de justement ce que n'arrive pas à faire le père. Enfin, il y a quelque chose que lui n'arrive pas à faire, et donc j'ai basé le film là-dessus. Donc du coup, c'est lui qui apparaît plus. Après, c'est exactement comme dans l'hôpital, quand je filme que la main du père. Pendant tout un moment, je me suis dit, il faut quand même le montrer son visage. Et en fait, voilà, dans un film comme ça, faut garder que l'essentiel. Et donc du coup, il faut choisir qu'est-ce qui sert à raconter l'histoire. Non, c'est bon, vous avez répondu. Eh bien, si vous avez aimé le film, dites-le. Il sort le 14 juin. Si vous n'avez pas aimé, vous ne le dites pas. Merci Cédric Clapiche, merci. Merci. Merci beaucoup.